D'accord, vous êtes arrivé à vendredi. Je suis vraiment désolée que nous soyons en retard. Aujourd'hui a été une journée folle et ça a l'air de devenir de plus en plus dingue. Alors d'abord, nous allons replonger directement dans notre série parce que nous vous avons laissé sur un petit suspense. Nous vous avons montré cette comparaison entre le président actuel, Emmanuel Macron, et une personne qui était censée être le neveu de Brigitte, le neveu de sa femme. Mais ces deux personnes, qui ne sont pas censées être liées de quelque manière que ce soit, se ressemblent beaucoup trop. Est-ce juste une coïncidence? Eh bien, vous allez bientôt vous rendre compte qu'il y a beaucoup de coïncidences étranges qui continuent d'apparaître en ce qui concerne les Macron et leurs origines mystérieuses. Alors, bienvenue de nouveau dans notre série Devenir Brigitte. D'accord, pour résumer brièvement, dans l'épisode précédent, nous avons appris que les camarades de classe d'Emmanuel Macron le décrivaient comme un peu mystérieux. Personne ne savait ce qu'il faisait en dehors de l'école. Il se tenait à l'écart. Il ne faisait partie d'aucun groupe. Personne ne savait rien de ses parents, ni de ce qu'il faisait dans la vie. D'accord? Nous avons également appris qu'Emmanuel Macron, en tant que président, semblait connaître très peu sa propre famille proche. Nous avons en quelque sorte raconté quelques histoires pour vous. Il n'inclut également que quelques lignes sur sa famille dans son autobiographie, alors qu'il a beaucoup plus à dire sur la famille de Brigitte. Sa famille semble tout aussi distante de lui qu'il ne l'est d'eux, refusant de parler de lui jamais. Et son frère biologique a dit à un collègue de travail qu'Emmanuel était son premier cousin, et c'était avant qu'il ne devienne président. Alors, ils écrivaient tous quand quelqu'un a dit « Ah, tu connais ce gars qui est l'un des ministres ?» Il a dit « Non, c'est mon cousin. » Puis il y a bien sûr la curieuse circonstance où on lui a demandé des nouvelles de sa sœur biologique qui vivait à proximité, une politicienne. Et quand le politicien a demandé des nouvelles d'elle, étrangement, Emmanuel n'a pas répondu, mais il a regardé Brigitte pour savoir quoi dire. C'est bizarre, d'accord? Maintenant, le seul membre de la famille qui semble avoir un peu d'exposition de la part d'Emmanuel Macron, la personne avec qui il semble à l'aise de parler publiquement et de montrer de l'affection, c'est sa grand-mère, d'accord? Sa grand-mère s'appelait Germaine Nog, née Germaine Haribette, qu'il appelait affectueusement Manette, d'accord? Les voilà ensemble. En parlant de son enfance, dans son livre Révolution, c'est la seule qu'il intègre souvent dans son enfance. Il a écrit ceci, citation, « Alors j'ai passé mon enfance dans les livres, quelque peu en dehors du monde. C'était une nature morte. Je me souviens de ces matins tôt où j'allais dans sa chambre et elle me racontait des histoires de ses amitiés pendant la guerre. Enfant, je reprenais le fil de la discussion interrompue chaque jour et je voyageais à travers sa vie comme si je lisais un roman. Et l'odeur du café qu'elle préparait parfois au milieu de la nuit, et ma porte de chambre entr'ouverte dès 7 heures du matin quand je n'étais pas encore allée la voir, s'exclamant avec un faux souci, « Tu es encore endormie ?» Tu sais, il y avait ce journaliste qui a même spéculé. Elle a soulevé la possibilité qu'il ait en quelque sorte été adopté par sa grand-mère, Manette. Quoi qu'il en soit, il devient très important que nous apprenions un peu sur cette femme. Qui était-elle? D'accord, parce qu'il prétend qu'elle lui a appris à lire. Selon lui, elle vivait à quelques pâtés de maison de ses parents à Amiens, et il raconte aussi dans son livre qu'il passait ses vacances d'été et d'hiver chez elle, dans la maison de sa famille. Et c'est là qu'il a appris à marcher. C'est là qu'il a appris à pêcher. C'est là qu'il a appris à jouer au rugby avec ses grands-parents. Tellement de temps passé avec ses grands-parents. Et peut-être que cela explique cette étrange absence de photos d'enfance avec ses frères et sœurs ou avec ses parents. D'accord? Donc, c'est beaucoup qu'il nous donne. Et selon les témoins, Manette était extrêmement privée, tout comme son petit-fils. Elle laissait souvent les volets de sa maison bien fermés, disait-il. Et une fois qu'elle a pris sa retraite, elle ne sortait presque jamais parce qu'elle était entourée de livres, un peu dans son propre repère, ce qui explique pourquoi et comment Macron dit avoir été élevé dans un tas de livres aussi. Mais quels livres, spécifiquement? Il a donné une réponse à cela. Maintenant, selon la biographie des journalistes Kand, Ace Négalec et Caroline Darien intitulée « Les Macron », ou plutôt les Macron. Ils ont écrit, citation, il a dit, citation, en tant qu'adolescent, ils ont écrit en tant qu'adolescent jeune. Macron s'est échappé en lisant des livres d'André Gide et de Michel Tournier. Ce livre s'appelant « Le
Roi des Aulnes en anglais. Ce sont les livres qui se trouvent sur sa table de nuit. Sa chère grand-mère maternelle partageait un goût pour ces auteurs avec lui. Maintenant, nous avons déjà parlé d'André Gide. Je pense que c'était dans notre premier épisode d'introduction. C'était le gars qui était un pédéraste auto-admis et qui a avoué avoir violé des garçons musulmans en Algérie, en particulier pour explorer et apprendre sur sa sexualité, se libérant. Bien sûr, des chaînes, des limites, si vous voulez, de son éducation chrétienne, et vraiment en apprenant à se connaître, en voyageant en Algérie. Et pourtant, malgré cela, Macron était à l'aise de mettre son livre, tel qu'il était sur sa table de nuit en grandissant avec sa grand-mère. Il était à l'aise de mettre cela dans son portrait présidentiel. L'autre auteur dont nous n'avons pas parlé et qu'il a mentionné à ses journalistes, c'est Michel Tournier, apparemment un autre favori. Et le livre est un choix encore plus étrange, je dirais, pour une grand-mère à partager avec son petit-fils. Ce livre est assez controversé, d'accord? Encore une fois, ça s'appelle Le Roi des Aulnes. Le Roi des Aulnes étant une créature mythologique qui poursuit les enfants. Et dans ce livre, il y a des passages, eh bien, je vais vous en donner un. Je vais juste vous le lire. Citation. Les fesses des enfants sont vivantes, tremblantes, toujours alertes, parfois enfoncées et, quelques secondes plus tard, souriantes et naïvement optimistes, aussi expressives que des visages. Maintenant, je ne sais pas si mes grands-parents faisaient mal, mais ils m'ont donné la Bible. Nous parlions de passages bibliques. On ne nous donnait pas des livres qui parlent des fesses des enfants. C'est juste complètement absurde. Dans ce livre, le protagoniste parle d'enfants qui sont avancés pour leur âge, n'est-ce pas? Et voici une citation de ce livre. La catégorie des enfants avec une maturité intellectuelle surprenante, qui semblent avoir lu et compris tout depuis leur naissance, contredisant une immaturité physique, qui donne un air d'ingéniosité à tout ce qu'ils disent. Tu sais, ça sonne un peu familier, non? C'est à peu près la même explication que la presse a commencé à travailler sur cette histoire bizarre de Brigitte qui est tombée amoureuse d'un garçon de 14 ans et qui a ensuite décidé de l'épouser. Quand elle avait 39-40 ans, s'engageant sur ce chemin vers le mariage, il disait « Rappelle-toi, Macron, c'est comme, malgré le fait qu'il était un petit garçon, il était juste tellement intellectuellement avancé. Rappelle-toi, c'était un virtuose, n'est-ce pas? » C'était Mozart. Vous ne comprenez pas, les gars. Il n'était pas comme les enfants ordinaires, même s'il était si jeune. Nous ne voulons pas que vous pensiez à ça. Ouais, on dirait que ce deuxième auteur fournit cette explication, qui n'est pas vraiment une explication. C'est un qui n'aurait jamais dû être accepté. Quoi qu'il en soit, je devrais te dire que Manette est morte. Et je suis désolée, mais j'ai oublié d'écrire la date ici. Je veux dire que c'était en 2021. Nous allons corriger cela. Mais le fait est que c'est aussi le 13 avril, le jour où Brigitte Macron est née. C'est aussi le même jour où le programme MKUltra de la CIA est né. Et si tu as regardé ma nouvelle série, je suis presque obsédée par l'apprentissage de tout ce que je peux sur le programme MKUltra. Et ce n'est pas une discussion qui devrait se limiter à l'Amérique. Apprendre sur les programmes de nos États profonds, ces programmes très réels qui ont existé et dont nous n'apprenons pas à l'école, est un processus terrifiant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais régulièrement la promotion de ce livre, Chaos, parce qu'il m'a plongé dans une nouvelle réalité de compréhension de à quel point nos gouvernements ont été, et je dirais qu'ils le sont encore, malveillants. Il n'y a pas de conspiration ici. Le MKUltra était réel. Le gouvernement était obsédé par tous ces différents programmes. Vraiment, le principal objectif de leur tentative de conditionner le cerveau, d'essayer de laver le cerveau des gens, parfois par l'isolement, ce qui semble être le cas pour Emmanuel Macron qui a passé beaucoup de temps isolé pendant son enfance. Je veux dire, il reconnaît qu'il a vécu à travers les livres et ses amis le reconnaissent ou devraient le faire. Les amis reconnaissent qu'il était un peu seul ou à sa propre sauce. Donc, ils expérimentaient psychologiquement, par l'isolement, par des drogues. Tu sais, droguer des gens avec du LSD pour voir s'ils pouvaient les amener à commettre des crimes ou d'autres actes sans le savoir, essayant essentiellement d'établir un candidat de Mandchourie, quelqu'un qui réagit à des signaux, fait ce qu'on veut qu'il fasse, sans poser de questions, se demandant s'il pourrait le contrôler, et en utilisant cela d'ailleurs comme une sorte d'arme. Comme je l'ai dit, il est tellement important que les gens apprennent ce qu'était le programme MKUltra et les différents noms qu'il a portés.
cela a commencé, plutôt que lorsque le programme a été nommé MKUltra et a continué par la suite. Et demandez-vous si vous croyez vraiment quand ils disent qu'ils l'ont simplement arrêté. Ils n'étaient tout simplement plus intéressés à droguer des soldats et à essayer de voir s'ils pouvaient tuer des gens et programmer des individus. Demandez-vous si vous croyez que votre gouvernement, qui était capable d'un tel mal, est aussi capable de vous dire la vérité, qu'une fois qu'ils ont été pris, ils ont simplement arrêté. Et reconnaissez aussi que la majorité des documents concernant ce programme ont été détruits. Donc, nous ne savons pas à quel point ce programme était global. Nous ne connaissons pas tous les éléments de ce programme. Et si quelqu'un disait qu'il faisait partie de ce programme et ils sont nombreux à l'avoir fait, cette personne serait considérée comme maléfique, folle ou menteuse. Et un élément de ce programme était, bien sûr, les perversions sexuelles, comme commettre des agressions sexuelles afin d'établir comment cela impacte la psyché de quelqu'un. Des choses vraiment maléfiques, d'accord? Maintenant, plutôt. Je vous ai dit que les parents biologiques présumés de Macron, que vous voyez ici à l'écran, avaient des emplois intéressants. D'emblée, son père, Jean-Michel. Macron était psychiatre. Et oui, bien sûr, nous savons avec certitude que les psychiatres ont fait des choses malveillantes. Des choses très malveillantes au fil des ans. Ne me lance même pas là-dessus avant que... Je devrais en fait partir sur une tangente à propos de qui était Sigmund Freud et à quel point c'est troublant qu'il soit enseigné dans nos systèmes scolaires ici en Amérique comme une sorte de héros qui a percé à travers la psychiatrie moderne. Ouais. Quelle a été exactement, quelle ampleur a eu sa percée et sa contribution. Encore une fois, nous allons faire une pause et en parler dans un autre épisode pour ne pas nous perdre. Mais oui, Papa Macron était psychiatre et sa mère, Frances, qui est très importante là à droite, était pédiatre. Quel combo incroyable pour Emmanuel Macron en grandissant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est intéressant. On a découvert quelque chose de très intéressant à propos de sa mère, Frances. Désolée, je pense que j'ai dit Frances. Maintenant, nous vous avons dit, elle était pédiatre et a également été conseillère médicale pour le Bureau de la Sécurité sociale. Eh bien, finalement, quelque chose de très intéressant est apparu à propos d'elle et de son travail pour l'administration de la Sécurité sociale. D'accord. Je vais lire cela directement du prochain livre du journaliste Xavier Poussard, qui sera disponible sur Amazon. Si vous souhaitez passer directement à la fin de l'histoire et voir comment elle se termine, il écrit, je cite, « Face au mur de l'enfance d'Emmanuel Macron, nous avons décidé de le passer au crible. » Avec cette question en tête. Pourquoi la famille a-t-elle refusé de répondre aux demandes des journalistes? Et pourquoi avait-il besoin de l'approbation de Brigitte? Une audience à l'Assemblée nationale française a attiré notre attention. C'était celui de Sylvain Telesphore. Elle était en train de témoigner. Sylvain Telesphore était le président de l'Institut pour l'intersexualité et l'hermaphrodisme et de l'Association d'Europe. Elle est née à Beauvais en 1956 sous le nom de Sylvain Telesphore, puis a changé de nom par un jugement du tribunal de Paris le 15 mai 2007. Donc, en fait, Sylvain est né homme. Et il a révélé par incident à l'Assemblée nationale française qu'il avait reçu un soutien administratif dans sa transition de genre par un médecin senior de la Caisse primaire d'assurance maladie, le docteur. Oui, vous l'avez deviné, Françoise Macron, également connue comme la mère d'Emmanuel Macron. Donc, une personne qui a effectué une transition témoigne soudainement et dit « En fait, oui, la personne qui m'a aidé à faire ça, c'était le docteur Noguet, Françoise Macron, m'a en fait aidé dans cette transition. Donc, nous savons que cela a eu lieu, qu'elle était impliquée dans le soutien aux transitions de genre. La question restait alors de savoir s'il s'agissait simplement d'un cas unique ou si la mère de Macron avait été impliquée dans ce type de travail en aidant des personnes transgenres de manière plus étendue, et la réponse est sortie. L'année dernière, lorsqu'une personne intersexuée, qui se fait appeler Alexandra, a décrit comment elle avait bénéficié de, je cite, des dérogations accordées par le conseiller national de référence, le docteur Françoise Macron-Nogue, qui, il faut le dire, est la mère de l'actuel président. Elle a fait un travail énorme en suivant toutes sortes de générations de personnes comme moi.
accorder des subventions pour que nous puissions avoir accès aux meilleurs spécialistes, pour que nous puissions prendre notre temps et pour que dans la vie de tous les jours, nous ne soyons pas en marge. Si des gens étaient rejetés par leur famille, elle leur trouvait une petite chambre et ils recevaient une pension d'invalidité pendant la durée du voyage. En résumé, c'était très, très bien organisé. Je ne comprends pas pourquoi les gens méprisent ce protocole. Fin de citation. Lors de la deuxième interview, elle a expliqué que Françoise Nog s'inquiétait d'une pathologie particulière connue sous le nom de pseudo-hermaphrodisme congénital primaire. Mais vous savez, je suis sûre que tout ça n'est qu'une coïncidence. Tout ça, je veux dire, quiconque ne comprend pas comment ces choses continuent de se produire dans leur rôle, c'est juste un théoricien du complot fou, non? Juste un théoricien du complot fou, je veux dire, ouais, d'accord, je comprends. Nous avons des questions sur le genre de sa femme, pourquoi son passé ne semble pas s'assembler. Nous avons quelques questions, c'est sûr. Oui, sur son passé. Son père est psychiatre. Sa mère fait un travail spécialisé, aidant les gens dans leur transition. Et ils ont gardé ça secret quand ils se sont mariés. Et bien sûr, quand ils sont devenus le président et la première dame, ils avaient juste tout ça. Soit des choses de type transgenre, soit des choses pédophiles continuent d'apparaître. Mais je suis sûre que tout ça n'est qu'une coïncidence, les gars. Les livres, tout ça, ce n'est qu'une grande coïncidence. Faisons une pause ici, car il va y avoir encore quelques coïncidences qui vont se produire. Donc, je peux le transmettre à l'un de nos sponsors, qui est Goldco, parce que le président Trump est de retour au pouvoir et cela pourrait être génial pour l'or et l'argent. Sous le premier mandat de Trump, le prix de l'or a grimpé de 53% et le prix de l'argent a bondi de 51%, 51%. Que pourrait-il se passer au cours des 4 prochaines années? Et l'or continuera-t-il à battre des records en 2025 et au-delà? Nous allons le découvrir. L'or et l'argent ont été utilisés comme réserve de valeur pendant des siècles. Le gouvernement ne peut pas les manipuler facilement et ils sont connus comme des protections contre le risque de marché et l'inflation. C'est pourquoi j'ai personnellement acheté de l'or et de l'argent pour mes grands partenaires chez Goldco, Société d'or. C'est une entreprise de métaux précieux très bien notée. Ils ont soutenu cette émission depuis le début et ils ont aidé des Américains travailleurs à acheter plus de 3 milliards de dollars en or et en argent. Ils savent ce qu'ils font. En ce moment, vous pouvez obtenir une copie gratuite de leur kit d'or et d'argent 2025. En plus de ça, vous pourriez également être éligible à jusqu'à 15 000 $ en argent bonus, peut-être même plus. Donc, pour en savoir plus, allez sur CandicElikesGold.com. Encore une fois, c'est CandicElikesGold.com. Il y a aussi le réseau fiscal. Je veux vous parler d'eux parce que l'IRS est la plus grande agence de recouvrement au monde et ils intensifient l'application des lois pour 2025. Donc, si vous devez des impôts en retard ou si vous avez des déclarations non déposées, ne attendez pas que l'IRS vienne vous chercher. Les éviter simplement, c'est évidemment la pire chose que vous puissiez faire. Prendre de l'avance sur cela est la bonne décision, mais ne les contactez pas seuls non plus. Confiez-le à l'équipe de Tax Network USA. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises de résolution fiscale ne se valent pas. Tax Network USA a une ligne directe privilégiée avec l'IRS. Cela signifie qu'ils savent avec quels agents traiter et lesquels éviter. Tax Network USA approuvé. Des stratégies conçues pour régler vos problèmes fiscaux en votre faveur. Que vous deviez 10 000 $ ou 10 millions de dollars, leurs avocats et négociateurs ont résolu plus de 1 milliard de dollars de dettes fiscales. Alors parlez avec l'un de leurs stratèges parce que c'est gratuit. Arrêtez les lettres de menace. Arrêtez de regarder par-dessus votre épaule. Mettez vos problèmes avec l'IRS derrière vous une bonne fois pour toutes en appelant le 1-800-958-1000 ou vous pouvez visiter tenusa.com. Coupe Candace. Encore une fois, c'est tenusa.com/Candace. D'accord, revenons à l'histoire de Brigitte, parce qu'il semble qu'il y ait beaucoup de coïncidences ici. Donc, nous avons déjà mentionné une journaliste du nom de Sylvie Bamel, n'est-ce pas? C'est cette journaliste de gauche qui a des articles dans Vanity Fair. Ouais. Comme je l'ai dit, ces informations ne venaient pas de théoriciens du complot. C'est un tel mensonge qui est raconté au monde anglophone. C'est elle qui a consacré le plus de temps à essayer de plonger dans le passé de Brigitte pour en apprendre davantage sur son histoire. Et elle se heurtait sans cesse à un mur. Et encore une fois, pour vous rappeler, ces journalistes disaient « Ouais, une femme puissante qui prend les rênes au palais de l'Élysée. » Je veux juste en apprendre davantage sur elle pour pouvoir la promouvoir au monde. Vous savez qui n'aime pas un personnage fort, surtout si vous êtes féministe comme l'étaient ses écrivains. Elle commence donc à travailler sur la deuxième biographie de Brigitte, intitulée « Il venait juste d'avoir 17 ans ». En fait, c'est un titre drôle, c'est un titre faux. Et Sylvie Bamel conteste en fait cela dans ce même livre. Elle arrive à une réponse différente dans son dernier chapitre. Elle écrit qu'Emmanuel Macron venait en fait juste d'avoir 15 ans
Elle a probablement choisi un titre différent parce qu'ils auraient paniqué à Los Angeles. Palais de l'État. Si elle avait choisi Il venait juste d'avoir 15 ans, n'est-ce pas? Ils auraient probablement été des choses terrifiantes. Peut-être qu'il l'aurait simplement convoqué au bureau pour en parler. Eh bien, tout au long de cette deuxième enquête qui a précédé la publication de ce livre, elle a passé en revue toutes ces interviews publiques données par Brigitte et elle tombait sans cesse sur ces petites erreurs que Brigitte faisait concernant son âge à certaines périodes. Et donc, il y a cette un juge célèbre, en Amérique connu, sous le nom de juge, et le juge dit quelque chose. Elle répète que si vous mentez, vous devez avoir une bonne mémoire, n'est-ce pas? Si vous ne mentez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir une bonne mémoire parce que c'est juste vrai. Donc, vous n'avez pas à vous dire « Oh, qu'est-ce que j'ai dit à cette personne? Qu'est-ce que j'ai dit? » et faire toutes ces petites erreurs. Donc, une erreur que Brigitte a faite dans cette longue interview biographique qu'elle a donnée au magazine, elle concernait sa sœur aînée, sa sœur décédée, Mary Vaughn, qui était décédée dans un accident de voiture. Mais maintenant, quand Brigitte a donné cette interview, elle a dit que c'était, vous savez, une sorte de chose traumatisante qui était ancrée dans son esprit, qu'elle avait 8 ans au moment de la mort de sa sœur et qu'elle portait sa sœur avec elle chaque jour de sa vie. Elle a également déclaré que sa nièce était morte 1 an plus tard, à l'âge de 6 ans. Donc Xavier Poussard était très troublé par cela. Tout d'abord, tout de suite, Sylvie Bamel a pu déterminer qu'en fait, non, elle n'avait pas 6 ans quand sa sœur est morte. Elle avait 8 ans. Maintenant, c'est juste une différence de 2 ans. Mais je pense qu'à l'âge de 8 ans, si quelque chose d'aussi important se produit dans ta vie, tu ne peux pas vraiment te tromper sur la date de 2 ans, comme ce serait juste un souvenir très brut, mais peut-être que c'était juste une erreur. Concernant cette deuxième, personne qu'elle dit être morte, la nièce qui aurait soi-disant été décédée 1 an plus tard, cela ferait donc 2 grands décès consécutifs dans la famille. Il se disait juste « je ne vois ça nulle part ». Et il trouvait cela étrange parce qu'il y avait eu tant d'écrits sur les nièces de Brigitte, et pourtant, il n'y avait aucune mention de celle qui était morte nulle part. Alors, il s'est tout de suite mis au travail pour faire des recherches, et enfin, il a pu confirmer en visitant une sépulture familiale que Brigitte avait, mais que la famille de Brigitte avait, qu'il y avait une nièce nommée Sylvie qui était décédée suite à une opération en 1996. OK, super. Mais c'était presque 6 ans après la mort de sa sœur Mary Vaughn. Pas 1 an, mais 6. Maintenant, ce n'est pas, c'est une énorme différence. Alors, que se passait-il? Quoi qu'il en soit, le principal objectif de Sylvie Bamel dans ce deuxième livre était vraiment d'en apprendre davantage sur le premier mari de Brigitte, André-Louise Osier, n'est-ce pas? C'est le banquier qu'elle avait épousé quand elle avait 21 ans, le gars qui avait sa femme plutôt dramatiquement volée par un adolescent, un virtuose, un type à la Mozart. Je veux dire, ça doit faire mal. Et personne ne pouvait le joindre. Rappelez-vous, nous avons parlé de Virginie Linhart, la réalisatrice de documentaires, qui a également dit que c'était comme un trou noir. Elle l'a qualifié du meilleur secret du palais de l'Élysée. Personne ne pouvait passer. Il y avait aussi un magazine, Capital Magazine, qui a résumé cela en 2017 avec cette impression générale, en se référant à André-Louise, le premier mari, comme, je cite, « un vrai fantôme ». Pas une seule photographie de lui sur le web, pas une seule image dans les catalogues de l'agence de presse Tech. Les biographies mentionnent à peine sa carrière de banquier, que sont devenus l'ex-mari de Brigitte Macron. Donc, après avoir relancé son enquête, Sylvie Bamel a également remarqué à quel point c'était étrange que cet homme, qui avait travaillé dans 2 grandes banques, dont l'une était le Crédit du Nord, semblait avoir quitté l'industrie sans laisser de traces. Elle a écrit dans son livre que c'était, je cite, « comme un épisode de Black Mirror », où les bureaux du président ont trouvé un moyen de pénétrer dans les cerveaux de ses anciennes connaissances et d'effacer tout. Avant la publication de son livre, Sylvie a décidé de publier quelques extraits de son livre, d'accord, dans ce magazine appelé L.A. Et puis soudain, dans ce magazine, en avril 2019, avant la publication de son livre, une photo de mariage, est apparue du premier mariage de Brigitte. Donc, ils sont maintenant au pouvoir. Et cela fait maintenant environ 2 ans qu'ils sont en fonction. Et voilà. Tada! En fait, je suppose qu'on pourrait dire 1 an et 3 mois. Tada! Boum! Voici une photo du premier mariage de Brigitte. Apparemment. La voici. Voici la photo. Je veux que tu regardes ça. Regarde.
Juste cette photo. On nous dit que c'est André Louis et que c'est Brigitte Trogneux. Maintenant, je dois vous dire que je ne suis pas un logiciel de reconnaissance faciale, mais cette femme, on peut garder ça un moment. Les gars, ne ressemble pas à la première dame actuelle, Brigitte Macron, d'accord? Je sais que les visages changent, mais ça ne ressemble pas, à mes yeux, à la première dame actuelle, Brigitte Macron? D'accord. Regarde juste ça côte à côte. Peu après une carrière commence. Peut-être que je pourrais dire que ces personnes sont liées, mais en vérifiant, je dirais que non. Qu'est-il arrivé à tes dents? As-tu commencé à fumer du crack? Ce n'est pas... Qui est cette personne sur cette photo? D'accord, mais tu ne peux pas juste faire des suppositions en te basant sur l'apparence des gens et décider ce qui est vrai et ce qui est faux. Et au fait, ils ont pu trouver, Sylvie Bamel a pu trouver un certificat de mariage qui certifie qu'à le ticket, quelqu'un nommé Brigitte Trogneux a définitivement épousé. Quelqu'un nommé André-Louis Osier le 22 juin 1974, donc ça se vérifie. Et ce n'est pas tout, mais le témoin au mariage était son frère, Jean-Michel Trogneux. Et c'était une énorme avancée, parce que cela nous dit que Brigitte était extrêmement proche de son frère. Si tu l'as choisi comme témoin de ton frère, le témoin de ton mariage, tu supposerais que cela signifie que vous étiez super proches. Mais le public commençait à peine à apprendre à connaître Jean-Michel. Alors ils se disent, eh bien ce n'est pas, c'est bizarre. Pourquoi l'as-tu fondamentalement effacé de ta vie? Est-ce que c'est comme la pire querelle familiale de tous les temps? Une fois que tu es devenue la première dame, ouais, ça semble un peu étrange. Alors, voici quelques faits étranges supplémentaires que je vais partager avec vous. Dans notre lettre légale, nous avons spécifiquement demandé à Brigitte Macron, bien avant la publication d'aujourd'hui, de nous confirmer par écrit que elle, l'actuelle première dame de France, est en fait la femme qui est sur cette photo. Et elle a refusé de répondre à notre question. D'accord, le voilà. Nous avons cette lettre. Elle a spécifiquement refusé de répondre à la question de savoir si c'était elle ou non. Vous voyez le numéro 8, Brigitte Macron, est-elle la même personne sur la photo de mariage d'Osier? Pas de réponse. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle refuse de répondre à cette question basique. Elle a également refusé de donner une réponse basique à cette question lors d'un procès, une affaire de diffamation contre la journaliste Natacha Ray. Vous en avez entendu parler? Elle a gagné dans l'affaire de diffamation. Eh bien, maintenant, je vais vous donner les détails sur la façon dont Natacha Ray a perdu son affaire de diffamation. Pas à sa revendication. Que Brigitte Macron était un homme ou a vécu en tant qu'homme avant de faire la transition, si vous voulez, vers Brigitte Macron, mais plutôt en se trompant sur les détails, d'accord? En spéculant, elle a regardé cette photo d'André-Louis Osier lors du mariage et dans son esprit, elle s'est dit « Je ne pense pas que ce gars ait jamais existé. » Et en fait, l'homme sur cette photo ressemble beaucoup plus à un autre gars nommé Louis. André. Ouais, il suffit littéralement d'inverser le nom. Donc, vous avez André-Louis sur la photo. Elle pensait que sur cette photo se trouvait en fait Louis-André, qui est en réalité son premier cousin. Donc, elle a spéculé. Elle a juste fait cette affirmation comme si ce n'était pas vrai, qu'il faisait juste semblant. Et c'est peu importe qui c'est que son premier cousin a épousé. Mais Natacha avait en fait tort. D'accord. Donc, le palais de l'Élysée a appelé Louis-André, a eu une conversation et l'a encouragé à la poursuivre en diffamation, ce qu'il a fait. Donc, encore une fois, je veux être très clair sur ce qui était à l'origine de cette affaire de diffamation. Ce n'était pas de savoir si Brigitte Macron était née homme. Je veux aussi être clair ici que cette affaire de diffamation n'aurait pas eu lieu sans l'intervention du palais de l'Élysée, promettant qu'ils se joindraient au procès, même s'ils ne l'ont jamais fait. Alors, comment savons-nous qu'ils ont fait ça? Parce qu'un autre journaliste de gauche, féministe, nommé Emmanuel Anison, qui a également écrit un livre sur Brigitte Macron, voulant démystifier toutes les rumeurs sur le fait de savoir si Brigitte était née homme. Elle était la seule journaliste qui a réellement réussi à pénétrer dans la famille Osier. Elle a en fait passé du temps avec ce cousin mal identifié, Louis-André, et il lui a raconté comment tout s'est passé, et elle l'a enregistré dans son livre. L'histoire dit que le cousin, John Louis avait une femme nommée Catherine Adouai et était convaincu de sa théorie selon laquelle il était en fait l'homme. Sur la photo, elle a contacté sa femme, Natacha.
Ray contacte sa femme, Catherine, sur WhatsApp et elle envoie un message à 3 heures du matin. Le matin, elle est comme sur l'histoire, elle sait que quelque chose est bizarre et elle suit son instinct plutôt que les faits. Et elle écrit à cette femme « Je sais tout, absolument tout pour toi, pour John Louis, pour Jean-Michel. » Et je suppose que pour elle, c'était une stratégie journalistique de ne pas vraiment tout savoir, de sentir qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais d'espérer que si elle faisait semblant de tout savoir, la personne pourrait être plus ouverte. Mais Catherine n'était pas très ouverte. Elle l'a immédiatement montré à son mari et a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, son mari a contacté Laurence Osier, juste pour vous rappeler que c'est le prétendu fils aîné de Brigitte, qui est aussi son cardiologue. Et Laurence dit « Tu dois appeler Brigitte, tu dois appeler maman, parce que elle pense aussi à déposer une plainte. C'est du harcèlement. » Alors, il le fait. Le cousin appelle Brigitte et voici ce qu'il raconte aux journalistes sur ce qui s'est passé ensuite, avec ses propres mots. Citation. Brigitte me dit qu'elle est désolée et que c'est entièrement de sa faute, qu'on doit porter plainte, et qu'elle accepte de déposer une action conjointe. J'entends la voix d'Emmanuel Macron en arrière-plan, lui demandant de se dépêcher parce qu'ils doivent partir. Avant de raccrocher, elle promet de m'envoyer une copie de son livret de famille, ce qu'elle n'a pas fait. Je lui ai aussi demandé de certifier par écrit ce qu'elle a fait, pardon. Je lui ai aussi demandé de certifier par écrit que c'était bien elle sur la photo de mariage de 1974 avec André. Ce qu'elle n'a pas fait, je ne lui ai pas parlé directement du sujet après ça. Donc, encore une fois, il dit, c'est comme, ouais, pas de dossier, déposer un dossier. Je vais déposer avec vous. Fais ça. Et il dit, eh bien, pourrais-tu m'envoyer ça, juste par écrit? Tu sais, évidemment, ça sera une preuve. Fais en sorte que ces gens aient des ennuis. Dis juste que tu certifies que c'est bien toi sur la photo de mariage. Et Brigitte, au palais de l'Élysée, dit non. Ou devient froid. Ensuite, il tient sa part de l'accord. Il dépose une plainte contre Natacha Ray. Il envoie des documents aux avocats de Brigitte. Brigitte le rappelle alors et dit « Tu sais quoi? En fait, le palais recommande que nous déposions nos actions séparément. » Voici ce que dit John Louise. Ce qui se passe ensuite. Elle m'a dit que l'Élysée préférait lancer 2 actions séparées. Elle me quittait. Ça voulait clairement dire, si tu veux continuer, tu es seul, prends un avocat pour toi. Nous avions déjà déposé une plainte, il n'y avait pas de retour en arrière, alors nous avons continué par nos propres moyens. Depuis lors, quand j'ai essayé de rappeler Brigitte, je n'arrive pas à la joindre, mais à sa secrétaire, qui est devenue injoignable. Donc, pour faire court, la première dame l'a manipulée, non? Elle. L'a mis en colère et a dit « Dépose, nous allons déposer avec toi, blablabla. » Il dit « D'accord, peux-tu certifier ça? » Et non, ils ont été manipulés. Et ensuite, ils ont été trahis par le couple présidentiel. Et le journaliste raconte qu'on peut clairement voir qu'il est un peu blessé, que Lozier s'est senti un peu piqué par ça. Très étrange, encore une fois, c'est une chose si facile à certifier, mais ce qu'elle voulait vraiment, Brigitte, c'était qu'il traverse la diffamation, qu'il gagne la diffamation, parce qu'en réalité, il n'était pas l'homme sur cette photo de mariage. Et puis pour elle et son mari, pour pouvoir faire connaître les journaux, nous avons gagné un procès en diffamation contre le journaliste fou qui a dit que Brigitte était née homme. Oh, eh bien, Brigitte vient de gagner un procès en diffamation. On n'arrête pas d'entendre ça. Elle a gagné des procès en diffamation à ce sujet. C'est comme ça qu'ils s'y prennent? Encore une fois, ils s'attaquent aux détails, mais pas à la substance de ce que les gens enquêtent. Maintenant, il faut comprendre qu'à ce stade, en France, Internet était en feu avec des théories du complot. Je veux dire, tout d'abord, où diable est le premier mari? Où est André? Louis? Eh bien, comme le destin l'aurait voulu, peu après que Sylvie Bamel publie son livre. Enquête sur la question. Le 8 octobre 2020, soudainement, Tiffany, la deuxième fille, annonce dans un magazine hebdomadaire qu'en fait, son père est déjà mort. Il y a 1 an, en fait. En 2019, les gens commencent à fouiller. Et maintenant, elle dit en fait, il est mort. Il est mort il y a 1 an. Voici la citation qui a été publiée dans Paris Match annonçant cela. Tiffany a dit « Mon père est mort. Je l'ai enterré le 24 décembre 2019 dans la plus stricte intimité. » Comme c'est pratique, n'est-ce pas? Ça, je ne sais pas. Le premier mari de la première dame que tout le monde commence à examiner meurt, subitement, au moment où les gens réalisent qu'il se passe quelque chose ici. Je dirais que c'est remarquablement pratique pour la famille Macron.
Aussi, au fait, c'est un peu bizarre, mais Tiffany annonçant la mort de son père dans ce magazine Paris Match, que nous savons être contrôlé dans une certaine mesure par Mimi Marchand, c'est l'un des endroits où elle fait publier des photos et des histoires particulières. Eh bien, ce qui est encore plus étrange, c'est que Tiffany, elle a mal compris les détails concernant la mort de son père. Ouais, n'est-ce pas vraiment bizarre? D'une, il n'a pas été enterré du tout. Il a été incinéré. Et la date de sa crémation n'était pas le 24, comme elle l'a dit, mais 4 jours plus tard, le 28 décembre. Comme c'est étrange? Peut-être que le journaliste a juste fait une erreur. Une autre coïncidence bizarre se produit dans cette saga sans fin. Alors, comment savons-nous les vraies dates? Eh bien, revenons à ce premier cousin. Souviens-toi, ce premier cousin pas très content de cette famille? D'accord. André Louis avait l'impression d'avoir été floué par le couple présidentiel en déposant cette plainte. Et donc, il s'est confié au journaliste Emmanuel, de son propre chef au sujet du service funéraire. Donc, apparemment, l'histoire dit qu'il avait reçu un appel des sœurs d'Andre. Encore une fois, c'est son premier cousin, l'informant de la mort et qu'il y aurait un enterrement rapide. Il a fourni le journaliste avec le livret qui a en fait été distribué lors de cet enterrement très rapide. Et je vais te dire, c'est un choix très étrange pour une photo d'obituaire. Voici. C'est parti. André, Osier, la cérémonie a lieu. Et je suis sûre que Typhon s'est trompé de date par accident. 28 décembre 2019. Je veux dire, qui annoncerait ça d'ailleurs un an après? C'est juste fou. Et puis en bas, je pense que ça signifie notre. Ami, notre frère, notre compagnon, notre grand-père et notre papa. Voilà. Maintenant, même pour un journaliste d'extrême gauche qui n'est pas enclin aux théories du complot, même pour Emmanuel Anizan, cela lui semblait être un choix, de photos très étranges pour une annonce de décès. Alors elle lui a demandé franchement, genre, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce choix de photos? Et le cousin lui a dit, John Lewis lui a répondu en disant, je cite, je pense que c'était la seule photo qui est apparue quand ils sont allés en chercher une pour les funérailles, parce que toutes les autres avaient été détruites. Détruites. Les muses d'Emmanuel. Je ne suis pas Natasha Ray, mais je suis quand même un peu perplexe. Quoi? Alors, il ne reste que ça de la vie d'un homme. Sur les photos, à part sa photo de mariage, il y a une photo de lui en maillot de bain pour illustrer son dernier départ. Elle demande dans son livre « Ouais, d'une manière ou d'une autre, toutes les autres photos de sa vie avaient été détruites. » D'accord, d'accord. Alors vous vous demandez probablement quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? Eh bien, Xavier Poussard a en fait pu retracer le vrai André Lewis grâce au relevé bancaire. Il s'avère qu'il n'a jamais travaillé chez Crédit du Nord, cette banque, ce qui explique pourquoi tant d'autres journalistes se sont effectivement retrouvés à tourner en rond. Et donc, il donne cette information à Emmanuel de son propre chef, parce qu'elle est beaucoup plus une journaliste grand public et elle pourrait être capable d'en obtenir davantage. Il lui donne aussi accès à un groupe Facebook. Il dit non, cet homme a bien existé. Et il est rempli d'anciens collègues de travail de John Lewis de la banque, où il a réellement travaillé. Et il l'aide à apaiser ses soupçons et ses doutes sur le fait que cet homme, peut-être, n'a même jamais existé. Et voici comment Emmanuel, de son propre chef, conclut le chapitre de l'histoire de ses recherches sur lui. Et c'est encore une fois à propos du mari, le premier mari de Brigitte, André-Louise Osier. Elle a écrit, citation, « Ses sœurs ne voulaient pas me parler, ni ses enfants. Alors j'ai appelé quelques anciens collègues via des groupes Facebook de anciens banquiers. Ils parlent tous avec enthousiasme de Day-Day, gentil, respectueux, poli, qui parlait beaucoup de ses enfants, qu'il adorait. Day-Day, qui fumait trop, et qu'il trouvait seul, dévasté. L'un d'eux m'a envoyé une collection professionnelle de portraits du milieu des années 2000, où André pose, sérieusement en costume et cravate. Parmi ses collègues de l'agence de la Banque d'Amiens, le marié de 1974 est clairement reconnaissable, même s'il a commencé à perdre ses cheveux. Ses collègues sont restés en contact les uns avec les autres après leur retraite, mais pas lui, qui a également coupé tous les liens avec eux. André Osier a disparu des radars. Pour ma part, j'ai essayé de contacter des membres de la famille Osier, mais personne ne voulait répondre. Susan Spray, la première femme de John Louis Osier, a même raccroché rapidement au nez quand je lui ai dit que j'étais intéressée par Brigitte Macron.
Ah, oui. Non, non, merci. Non, merci, monsieur. Ouh là là. Non, au revoir. Cliquez. Ailleurs, John Lewis, qui a assisté aux funérailles, lui dit qu'elles ont eu lieu, je cite, juste 4 jours après la mort, sans qu'aucune information n'ait filtré dans les journaux. Le palais de l'Élysée voulait que cela se fasse rapidement. Et il semble qu'Emmanuel Macron ait été personnellement impliqué pour s'assurer que cela se fasse. Les funérailles express organisées en cachette et à la hâte tôt le matin, à 8h30. Avant l'heure d'ouverture pour éviter les journalistes. Le livret avec la photo a été placé sur les chaises. Une douzaine de personnes étaient présentes, assises en clans séparés. D'un côté, les sœurs d'Andre. De l'autre côté, les 3 enfants de Brigitte, Typhon, Laurence et Sébastien. Brigitte Macron n'était pas présente. La compagne d'Andre, je suppose que cela signifie comme un partenaire, peut-être quelqu'un avec qui il était en couple, mais jamais marié, inconnu de tous, était aussi là à une certaine distance. Côté matinal. Après 20 minutes, la cérémonie était terminée et tout le monde est sorti immédiatement. Ensuite, je suis allée prendre un café et un croissant avec les enfants Osier et les sœurs d'Andre. Des membres du personnel de sécurité étaient en garde à l'extérieur. On a fini par les laisser entrer parce qu'il faisait tellement froid. L'atmosphère était lourde et tout le monde est parti rapidement après. D'accord? Assez les funérailles. Très rapide. Pourquoi le palais de l'Élysée est-il impliqué? Aussi, les gars, n'est-ce pas un peu bizarre que Brigitte ne soit pas allée par respect basique, assister aux funérailles? Les funérailles d'un homme avec qui elle était mariée pendant 32 ans. Donc, le palais de l'Élysée s'est impliqué pour garder ça discret, mais ils n'ont pas assisté aux funérailles. C'est même pas du son, non? Le père de tes enfants. Aussi. Et c'est incroyable, selon le premier cousin, John Lewis. Aux funérailles, il a parlé au partenaire d'Andre, qui lui a dit qu'il avait trouvé des billets pour l'Afrique, dans la poche de la veste d'Andre, en plus d'une grande somme d'argent. Il a dit, je cite, qu'il avait vidé ses comptes. Il a organisé son départ en cachette. Il rêvait tellement de retourner en Afrique. D'accord? D'accord, les gars, qu'est-ce qu'on doit en penser? D'accord? C'est très étrange qu'un amoureux, un compagnon, un partenaire, peu importe comment vous voulez l'appeler, dise cela. Que s'est-il vraiment passé avec André Lewis, qui a été incinéré très rapidement, même si sa fille dit qu'il a été enterré? Qui dit accidentellement qu'il a été enterré? Parfois, on confond ça. Que s'est-il vraiment passé avec André Lewis? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un reclus du jour au lendemain, à ne plus fréquenter ses anciens amis de la banque des années 70? Comment toutes ces photos de lui ont-elles soudainement été détruites? Il ne lui reste qu'une seule photo de lui. Il a 2 photos. Me voici au mariage et me voici sur une plage en maillot de bain. Et ce sont les seules photos disponibles de ma vie. Cela ne semble-t-il pas être une destruction systématique? Je ne peux pas imaginer une situation où cela serait le cas, que les photos soient juste « tout sera parti ». C'est comme si tu gardais chaque photo de toi et de ton enfance dans une seule maison. Est-ce qu'il est vraiment mort? A-t-il échappé avec l'assistance du palais de l'Élysée? A-t-il essayé de s'échapper, mais le palais de l'Élysée est intervenu? L'imagination peut certainement s'emballer en ce moment, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons rien confirmer, évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est que, étrangement, une autre journaliste nommée Sophie Day, Descartes, il a été rapporté dans un numéro de 2022 de Paris Match qui a été publié qu'André Lewis a terminé ses jours dans une clinique psychiatrique, avec un garde à sa porte, supervisé par Alexander Benalla. C'est une figure très controversée. Les LIA, chef de cabinet de sécurité notoire et controversé, qui a fini dans un énorme scandale connu sous le nom de scandale Benalla. D'accord? Pourquoi ce journaliste dirait-il ça? Je peux vous dire que cette information a été immédiatement démentie le même jour sur Twitter par Tafon. Mais malgré le fait que la famille soit extrêmement procédurière par nature, toujours à poursuivre les gens pour diffamation, les Macrons n'ont jamais poursuivi ce journaliste qui a dit cela pour diffamation. Je pense que c'est un endroit parfait pour faire une pause, parce que c'est beaucoup d'informations et beaucoup de morceaux que tu dois assembler. Je vais vous parler très rapidement du financement américain, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Américains qui traînent avec ça. Des soldes de cartes de crédit élevés qui facturent 20% ou plus chaque mois.
Il est temps de prendre le contrôle de vos dettes. Si vous êtes propriétaire et que vous attendez de savoir comment mettre vos finances en ordre, vous devez appeler mes amis d'American Financing aujourd'hui. Les consultants en prêt hypothécaire d'American Financing, basés sur un salaire, aident les propriétaires, tout comme vous, à tirer parti de l'équité de leur maison pour sortir des dettes à taux d'intérêt élevés. Ils font économiser en moyenne 800 $ par mois à leurs clients en faisant cela. Économiser ce genre d'argent chaque mois devrait rendre la décision vraiment facile. Il suffit d'un appel téléphonique de 10 minutes, sans frais et sans engagement, pour découvrir combien vous pourriez économiser. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez être en mesure de retarder 2 paiements hypothécaires. Alors, appelez American Financing aujourd'hui au 800-795-1210. Encore une fois, c'est le 800-795-1210. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net. Coupe Owens, c'est americanfinancing.net/Owens. D'accord, pour ceux d'entre vous qui pensaient que j'étais tombée dans un trou, ce n'est pas le cas. Nous avons été tellement occupés parce que nous travaillions sur le lancement de notre livre et je suis tellement ravie surtout. Si je pouvais vous parler du parcours de travail sur le 2e livre, j'ai commencé à écrire ce livre en, je pense, 2018, juste après la publication de mon premier livre. Je suis désolée, c'était en 2020, juste après la publication de mon premier livre. Et le titre de mon nouveau livre sur lequel j'ai travaillé si longtemps, c'est « Make him a sandwich ». Et le voilà, vous guys. Je suis tellement excitée. Il est disponible à l'achat. Enfin, en pré-achat, vraiment, sur makehimasandwich.com. Ou vous pouvez aller sur CandiceOwens.com et cliquer sur le lien qui se trouve dans la bannière. Je veux juste vous faire savoir ça. Si vous êtes un abonné premium de Club Candice et du Book Club, vous allez recevoir un code de réduction spécial de 20% pour achat et vous recevrez également un email avec un code de réduction de 25% pour Nimi Skincare, qui est l'un de nos sponsors ici. Et les produits que j'utilise si vous achetez une copie du livre et utilisez le code de réduction de 20%. Toute précommande régulière du livre recevra également une réduction de 15%. Donc, si vous l'achetez pendant qu'il est en prévente, ce sera moins cher que lorsque nous le sortirons réellement. Et vous recevrez également un code de réduction de 15% sur Nimi Skincare dans les 36 heures. Donc, si vous voulez une copie signée de mon premier livre, je vais voir combien je peux en faire, peut-être battre un record. Vous pouvez le récupérer. Sur shopcandice.com, ce serait une copie signée de notre premier livre. Donc, nous retournons simplement dans le monde des livres. Et le premier épisode du club de lecture, au fait, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, nous lisons Chaos. Ce livre sera à 18h, ce mardi, à l'Est. Donc, tellement de choses qui se passent. Ce livre, fais-lui un sandwich, un travail d'amour. C'était comme avoir, honnêtement, c'était comme un enfant livre, pour ainsi dire. Et c'était parce que je savais dès le début que le mouvement féministe moderne n'avait rien à voir avec le féminisme, rien à voir avec l'aide aux femmes ou l'écoute des femmes, mais plutôt avec le développement d'une tactique vraiment bon marché pour s'en prendre aux hommes. Et donc, évidemment, ce livre, nous abordons le mouvement MeToo. J'avais déjà écrit il y a des années ce chapitre sur la marque de féminisme de Taylor Swift, et je pense vraiment que c'est juste une chose de Dieu. En ce moment, il semble que les gens aient l'appétit d'écouter et de réfléchir à ce qu'est le féminisme moderne. Avec tout ce qui se passe autour de Justin Baldoni, Blake Lively, son drag et l'implication de Taylor Swift, c'est juste comme parfait parce que mon livre a été détenu par 2 éditeurs, j'ai réussi à le sortir des mains du premier puis du deuxième et maintenant il est juste à moi. Et donc, je suis reconnaissant pour le timing de Dieu à ce sujet. Et honnêtement, je pense que s'il était sorti plus tôt, peut-être que les personnes de gauche qui regardent maintenant ce podcast n'auraient pas été aussi réceptives. Mais il y avait quelque chose dans cette affaire Justin Baldoni qui me fait penser que nous sommes prêts à discuter du féminisme toxique. Et donc la couverture, c'est moi. Si vous vous demandez pourquoi je tiens ça et que vous n'êtes pas familier, c'est le panneau emblématique de Gloria Steinem. Elle le tenait, avec un « Nous vaincrons » pour les femmes. Donc je voulais être ça. Je pense que j'ai très bien fait. Nous aurions dû être côte à côte. Je pense que je ressemble plus à Gloria Steinem qu'à Brigitte Macron, ça ressemble à une photo de mariage. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec ça, non? Oui, c'est sûr, absolument. Donc, oui, il est disponible en pré-vente. Vous pouvez aussi aller sur makehimasandwich.com. Nous avons récupéré ce nom de domaine, unclubcandace.com. Et je suis juste au-delà d'être excitée de partager ce livre avec vous. Nous avons tellement de choses en cours cette année et je suis tellement reconnaissante envers vous tous qui nous avez soutenus à travers tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai supprimé mon Instagram, parce que je vais mettre en place une grande bannière à propos de mon livre. Mais ensuite, nous étions vraiment dans le pays de Macron, voulant nous assurer que nous vérifions tous les faits de ce que nous partagions dans l'émission aujourd'hui.
Au fait, en ce qui concerne cette information que je vous donne, tout sera cité et référencé dans le prochain livre de Xavier Poussard. Ce que nous pourrons acheter, je pense, la semaine prochaine, c'est une créature méthodique, c'est ce que je peux vous dire. Sa méthode est incroyable. Et il était obsédé par cette affaire. Il a consacré des années de sa vie et a renoncé à tant de choses. Vraiment. Un journaliste qui est devenu démodé et hors de mode, un journaliste engagé envers la vérité par tous les moyens nécessaires et prêt à renoncer à beaucoup pour cela. Il a vraiment renoncé à tant de choses. Donc, c'est un moment très excitant. Et oui, je vais regarder certaines de vos questions. Et j'espère que tout ce que je vous ai donné est clair. C'est pourquoi nous avons dû en faire une série, parce que vous ne pouvez digérer qu'une certaine quantité à la fois. Tu sais ce que je veux dire? C'est juste fou. Tu es là, oh, la maman est aussi impliquée dans des histoires de transgenre, et ci, et ça. Et c'est le gaslighting du public pour moi. Tu sais, la façon dont ils nous manipulent et font semblant qu'il n'y a rien là. Oh, il est juste transparent. Emmanuel Macron et Brigitte sont transparents. Tu es fou. Tu es fou? Qu'est-ce que l'entité médiatique? Cela va littéralement te faire détester les gens qui essaient d'éclairer et adorant des gens qui couvrent notre monde d'une telle obscurité. Tu sais, bref, en arrivant à vos commentaires, Autumn Coffee écrit « Coïncidence que chaque leader mondial soit sans âme et sans colonne vertébrale. Nous avons accidentellement appris l'existence d'Epstein. Imagine ce que nous ne savons pas. Penses-tu que quelqu'un va sauver le monde? Est-ce que tu envisagerais de te présenter à un poste? Les gars, je déteste vous le dire, mais il y a une connexion avec Epstein dans cette histoire. On n'y est tout simplement pas encore. Tu sais, Epstein était Monsieur International. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des considérations mondiales concernant ce qui se passe en France en ce moment. Tout est lié. Et ouais. Donc tu anticipes. Autumn Coffee. Carrie écrit « Je suis accro à cette histoire. Je viens de commander ton livre aussi. Merci beaucoup. S'il vous plaît, engagez le compositeur pour cette série documentaire qui a été renvoyée parce qu'il était méchant avec Taylor Swift. Je pense qu'une musique dramatique pour tes moments de WTF serait épique. Je te le promets. Ce compositeur est tellement célèbre et tellement génial. J'ai parcouru son Instagram. Genre, il n'y a pas moyen que je puisse me le permettre. Il n'y a tout simplement pas. Peut-être que si ce livre se vend à 3 trillions d'exemplaires. D'accord. Alors, allez-y les gars, achetez, faites-lui un sandwich. Allez sur makehimasandwich.com, achetez-le. Et peut-être que je pourrais me permettre Brian Tyler, ce qui serait vraiment génial. Aussi, je pense que ce serait cool si Justine Baldoni sortait sa version du film que nous n'avons jamais pu voir et l'appelait comme la version de Justin. C'était un peu mesquin. Un clin d'œil à Taylor Swift, la version de Taylor, comme elle possède ses masters. Il possède juste ses masters, mais il ne ferait jamais ça parce qu'il est trop gentil. Donne-le-moi, Justin. Je vais le laisser tomber. Je ne suis pas si gentil. Pas quand je suis aussi enceinte. Colin Björk écrit « J'ai commencé à te suivre il y a 6 ans et je te suivrai partout où tu iras. Je t'aime, Candace. Amour des îles Féroé. » Incroyable. Merci beaucoup. C'est incroyable de voir combien de personnes viennent du monde entier. Nous avons juste pu nous engager dans cette discussion. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Comme je l'ai dit, un véritable moment de vie. Merci de Silva qui écrit simplement « Tu es un chef. » Merci beaucoup. Et puis il écrit « Merci Muto Obrigada. » Merci. 3 langues différentes, j'adore ça. Irrélevant, écrit, tu es pertinent. Ne t'appelle pas irrelevant. Les guerriers de Dieu pour Candace, rendre nos familles à nouveau en sécurité. Arcadia, Dark Matter, écrit d'un nationaliste français. Une sorte de rendre la France grande à nouveau, garde la foi, Candace. Merci. Merci les gars. Et je crois au nationalisme. Je le pense vraiment. Je pense qu'en ce moment, nous souffrons de la malédiction du mondialisme. Tu sais, beaucoup de ombre dans l'obscurité. Il ne se soucie pas vraiment de nous en tant qu'individus et ne se soucie pas vraiment de ce qui nous arrive en tant qu'État-nation, mais essaie plutôt de nous transformer tous en quelque chose de semblable et de nous faire croire que nous sommes fous. Je veux dire, en parlant de psychiatrie, cela a été une malédiction psychiatrique sur le monde. Dire régulièrement aux gens qu'ils sont des théoriciens du complot quand ils commencent à remarquer des schémas très distincts et ont des questions raisonnables à ce sujet. Envoi de lettres légales. Aussi, toute cette époque d'abus juridiques, c'est tellement dépassé. Je te dis, c'est tellement dépassé parce que c'est tout ce qu'ils savent, n'est-ce pas? Quand ils mentent, ils se font prendre en train de faire quelque chose de mal. C'est comme, je vais juste lancer un procès et ça arrive. Je crois vraiment que cette époque est vraiment terminée. C'est une pensée rétrograde. Fais la bonne chose. Dis la vérité et sois audacieux. Et je pense que tu seras fini. Récompensé à la fin. C'est The Little Light.
Little Light écrit « Candace Owens, j'espère que ça ne te dérange pas que je partage quelque chose de vital avec la multitude de personnes ici dans ta section de commentaires. Si tu veux vraiment comprendre ce qu'est la marque de la bête et ce que représente une bête dans la Bible, alors je te recommande vivement De l'Amérique à Babylone, faire la marque. C'est apparemment un documentaire. Je ne suis pas familier avec ça, mais je sais que j'ai tendance à m'éloigner des gens qui sont très dans le thème de Babylone. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Évidemment, l'un des livres de notre liste est Hollywood Babylon ou Babylon Hollywood, écrit par Kenneth Anger. Et ça te parle vraiment des origines d'Hollywood et à quel point c'est sombre et comment il voulait en gros créer une Babylone moderne. Donc nous allons en parler. Et enfin, Truth Be Told écrit « Beaucoup ont pensé qu'il t'avait repris quelque chose pendant ta période d'épreuve. Ils manquent de créativité et vont maintenant grandir dans l'envie, réalisant que tu l'as vraiment. Nous les plaignons et aimons tout cela pour toi. Continue à nous tenir au courant. Merci beaucoup. Ouais, tu sais. L'année dernière a été vraiment pleine d'épreuves, beaucoup de difficultés, mais je n'ai jamais, pas une seule seconde, douté que je faisais la bonne chose. Parce que tu dois juste continuer à dire la vérité. Et comme je l'ai dit, les anciens systèmes échouent, les diffamations, les calomnies, essayer de transformer quelqu'un en monstre alors qu'il ne l'est pas. C'est juste l'aube d'une nouvelle ère, et on a l'impression que nous sommes tous en train de nous rassembler. C'est vraiment une histoire de la bonté qui lutte contre le mal. Et à chaque fois, je vais parier sur la bonté parce que, eh bien, le Christ est roi, vous savez. Rendez-vous sur makehimasandwich.com ou clubcandace.com. Précommande le livre. Je suis tellement excitée. Partagez-le, s'il vous plaît, sur vos Instagram, vos Facebook et vos TikTok, et parlez-en à tout le monde. C'est un excellent livre sur le féminisme moderne. Aussi, au fait, les gars, vous savez, pour les mecs ici, je pense qu'avec la Saint-Valentin qui approche, vous devez lui offrir ce cadeau. Tu dois lui offrir ce cadeau, fais-lui un sandwich. Et si elle réagit bien à ça, tu sais, c'est une perle. Tu dois épouser celle-là. Elle dit, ben, j'adore Candace Owens. Super, perle. Si elle dit, c'est quoi ça? Je suis une féministe moderne. Je ne sais pas, je ne dis pas de la quitter. Je ne dis pas qu'elle n'est pas la bonne. Je dis juste que si elle aime le livre, elle pourrait être une perle. C'est tout. D'accord, les gars, on se voit lundi.